Et si ce n'était pas la Russie qui avait poussé la France hors d'Afrique? Et si les causes étaient tout autres? C'est précisément la question qui divise les invités de cette émission de RT. Les arguments avancés sont parfois surprenants, parfois très controversés, mais ils méritent d'être entendus et analysés. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir cet échange, puis nous reviendrons ensemble sur les principaux points soulevés afin de les mettre en perspective. Regardez jusqu'au bout, car certaines déclarations risquent de bousculer les idées reçues. Voici maintenant l'émission, nous nous retrouverons à la fin pour une analyse complète et un décryptage des arguments présentés. Les amis, c'est un grand plaisir pour moi de venir encore une fois de plus devant vous ce matin. C'est un énorme plaisir pour moi les amis. Je vous invite les amis à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps de l'écouter s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Écoutons. Rien ne va plus entre la France et le Burkina Faso. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères a annoncé rompre ses relations diplomatiques avec la France. Décision unilatérale du Burkina Faso de rompre ses relations diplomatiques avec la France. La France regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabées. Les mesures de réciprocité qui s'imposent sont en cours d'examen. La France réitère sa solidarité avec la population du Burkina Faso et rappelle la densité des liens qui unissent nos deux peuples. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont détériorées dès la première visite à Ouagadougou du président Macron, fraîchement élu en 2017. Le pays de Thomas Sankara n'a pas oublié ce moment humiliant pour le président de l'époque, Roch Marc Christian Kaboré. Souvenez-vous. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. De son côté, la Russie a continué à construire sa relation avec les puissances africaines en évitant toute ingérence dans les questions intérieures. C'est ce qu'a rapporté Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Notre pays a aidé par tous les moyens, et je tiens à le souligner, de manière désintéressée, les peuples africains dans leur lutte contre le colonialisme, apportant une contribution significative à la mise en place et au renforcement de leur souveraineté. Aujourd'hui, nous soutenons pleinement la détermination des Africains à consolider leur souveraineté dans tous les domaines, notamment le droit de gérer librement leurs ressources naturelles et de définir la voie de leur développement. Pour aller plus loin, il faut s'arrêter un instant sur ce qui vient d'être dit. Les intervenants expliquent que la dégradation des relations entre la France et plusieurs pays africains ne daterait pas d'hier, mais serait le résultat d'une accumulation de décisions et de séquences politiques. C'est leur analyse, et elle mérite d'être examinée. Mais la vraie question arrive maintenant, la Russie a-t-elle réellement profité de cette situation, ou la France s'est-elle elle-même affaiblie? C'est précisément ce que les invités vont débattre dans la suite de cette émission, avec des arguments qui risquent de surprendre. À l'approche du 3e sommet Russie-Afrique, prévu fin octobre à Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé l'ouverture prochaine de missions diplomatiques en Gambie, au Libéria, au Togo et aux Comores. Alors, malheureusement, ce que je voulais mettre dans l'extrait qui a été donné n'a pas été publié jusqu'au bout. C'est qu'à la fin, on voit Emmanuel Macron qui, en gros, envoie le président burkinabé aller réparer la climatisation. Ahmad, je me souviens, cette scène vous avait choqué. C'est pas moi seulement, aujourd'hui c'est en Afrique. Aujourd'hui, n'importe quel Africain, à chaque fois quand on se rappelle de la France qui avait une très belle relation avec l'Afrique, maintenant c'est devenu quelque chose, en quelque sorte, un cauchemar. En tout cas, lorsque les Africains parlent de la France, on se rappelle directement de cette scène. On voit un président immature, un président qui n'a pas... Mais je peux le comprendre, hein, Emmanuel Macron qui n'a pas d'enfant, on ne sait même pas si
entre parenthèses, il appartient à quelle communauté, venir en Afrique, c'est permettre d'insulter un chef d'État. Pourtant, chez nous en Afrique, les traditions sont claires. Les Français qui habitaient avec les Africains, qui côtoyaient les Africains, le savent très bien. Lorsque tu viens chez une personne, tu n'as pas le droit de les critiquer ou bien de l'insulter. Mais on voit Emmanuel Macron qui traite en tout cas le président burkinabé comme un simple employé ou parce que lui, si un homme vit quand même avec un homme, c'est pas étonnant. Hein. On voit Emmanuel Macron qui n'a pas connu en tout cas un foyer, qui n'a pas une bonne éducation, qui se permet de se moquer des présidents, des chefs d'État africains. Et après cela aussi, il y a eu d'autres débâcles, pas seulement au Burkina Faso. Quelques années plus tard, lorsqu'il y a eu il y a eu des scandales, en tout cas en Afrique, concernant la présence française en Afrique. Emmanuel Macron qui convoquait les chefs d'État, les 3 chefs d'État africains, celui du Tchad, du Niger et du Burkina Faso, qui les convoquait comme un maître qui convoque ses élèves. Donc toutes ces séquences-là, tous ces, en tout cas, ces moments-là qui ont fait qu'aujourd'hui, les Africains ont complètement perdu la confiance envers la France. Et après cela, il y a eu d'autres, pas seulement l'humiliation. Il y a également le Mali qui accuse la France de soutenir en tout cas un certain nombre de groupes qui sont hostiles à l'Afrique, des groupes terroristes. Aujourd'hui, on voit Burkina Faso également qui parle de terrorisme, que la France soutient des terroristes. Aujourd'hui, il y a des révélations selon lesquelles des mercenaires ukrainiens, des combattants ukrainiens qui combattent en Afrique. Toutes ces choses-là, ça révèle que la diplomatie française a échoué depuis 10 ans. Emmanuel Macron ne veut pas l'assumer. Et à chaque fois, il jette en tout cas les torts sur les Russes, tantôt sur les Russes, tantôt sur les dirigeants africains. Je vais rebondir avec Sylvain Ferreira sur ce sujet-là. Effectivement, on entend beaucoup en France que si la France se fait dégager d'Afrique, pour être familier, c'est la faute aux Russes. C'est les Russes. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est certainement pas la faute de la Russie. Il faudrait plutôt chercher, comme le faisait Pierre Péan autrefois, du côté de ce qui se passe avec les Anglais, les Américains, et puis bien sûr, ce qu'on oublie toujours, les Israéliens. Voilà, on n'oublie pas ce que ces 3 pays ont fait contre la France, notamment sur le dossier rwandais, dont on paye toujours les conséquences aujourd'hui. Donc c'est certainement pas la faute des Russes par rapport à la France. On pourrait éventuellement, en tant qu'historien, évoquer les responsabilités, et moi qui suis d'origine lusitanienne, des soviétiques dans ce qui s'est passé en Angola et qu'a chassé ma grande-tante de chez elle, mais pas aujourd'hui, pas dans l'histoire récente. Donc voilà. Donc là, on est en train de trouver une excuse à une ineptie interne à la France. Et c'est une ineptie, moi je suis historien, c'est pas Emmanuel Macron qu'on est seul responsable. Hein, je n'oublie pas que, en bon gaulliste que je suis, tout fonctionnait à peu près correctement dans nos rapports avec l'Afrique, en tout cas en fonction des intérêts de la France, jusqu'à 1981, sous l'égide bien évidemment discrète de Jacques Foccart, et qu'à partir du moment où François Mitterrand, son fils, ont repris en main tout ça, on est tombé de Karim en Silla, et finalement Emmanuel Macron n'est que l'épiphénomène terminal de toute cette séquence qui s'est ouverte le 10 mai 1981 dans nos rapports avec les pays africains et dans notre influence vis-à-vis de l'Afrique. Parce que quand j'évoquais le Rwanda, je n'oublie pas ce que n'a pas fait correctement François Mitterrand autour de ce dossier pour contrer justement ce que faisaient les Anglo-Américains et les Israéliens dans la région contre nos intérêts. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que partout en Europe et en France en particulier, on a des grands panneaux publicitaires, visite Rwanda sous l'égide de Monsieur Kagame, qui est notre ennemi numéro 1 en Afrique. Le débat prend maintenant une tournure particulièrement intéressante. Jusqu'ici, plusieurs intervenants affirment que Moscou n'est pas la principale cause du recul français en Afrique. Mais cette affirmation résiste-t-elle aux faits ? Dans les prochaines minutes, des journalistes, des historiens et des spécialistes vont confronter leurs analyses avec des chiffres, des exemples et des comparaisons internationales. Vous verrez que certaines conclusions sont loin de faire l'unanimité.
Gilles Rémy. Si vous permettez deux choses. Un, la France et l'Afrique et la Russie et l'Afrique. Je vais essayer d'être bref. La France en Afrique, c'est un fiasco qui est reconnu par tout le monde, comme la diplomatie française depuis 10 ans est d'ailleurs un fiasco général. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a très certainement une responsabilité propre du président de la République, puisque on a quand même affaire à quelqu'un qui arrive à moins de 40 ans aux plus hautes fonctions en France et qui n'a aucune culture, aucune expérience internationale. C'est quelqu'un qui a fait un petit stage au Nigeria, un petit stage aux États-Unis, qui n'a même pas voyagé pour des raisons personnelles ou de curiosité, et qui se trouve juste à décider de la politique internationale de la France. D'où ces erreurs qui ont été faites en Afrique et qui sont impardonnables, d'un amateurisme où un stagiaire du Quai d'Orsay serait viré pour s'être comporté même pas de cette manière-là, pour encore. Bon. Donc il y a des fautes terribles. Des fautes aussi qui se rajoutent. Cette méconnaissance de la réalité quand il désigne un ambassadeur aux droits LGBT et qu'il l'envoie en Afrique et qui a été même pas accueilli au Cameroun. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ça, ce qui démontre l'inculture profonde du président de la République sur les questions internationales. Et ce comportement qui a rendu mal à l'aise Poutine et qui se fait en Afrique avec une culture qui est le respect de l'âge, de l'autorité, etc. Et on a un président qui tutoie le pape. Donc, effectivement, c'est des raisons subjectives. Je ne nie pas qu'il y ait d'autres bonnes raisons sur cette détérioration. C'est très regrettable. Sur la Russie, est-ce que c'est parce que c'est la Russie qui nous a chassés? Il faut prendre la mesure des choses. La Russie, dans le cadre de l'Union soviétique, était beaucoup plus implantée et puissante que ne l'est la Russie aujourd'hui. On n'est pas encore arrivé, même en termes de représentation diplomatique et de représentation commerciale, à ce qu'on était. La Russie, l'Union soviétique, a construit, que ce soit des usines, des barrages, etc., donc avec une présence économique beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Donc, nos intérêts ne sont pas menacés par des entreprises russes. Les entreprises russes ne savent pas travailler en Afrique. Il n'y en a qu'une qui sort du lot, c'est Rosatom, qui peut travailler dans le monde entier parce qu'il a un modèle intégré. Mais regardez, on a du business, un peu de business, du pétrole, etc. La Rusal, vous avez la principale usine d'aluminium, enfin de bauxite plutôt, en Guinée. C'est pas Rusal qui a négocié un investissement, c'est un héritage de la période soviétique. Donc on se trompe beaucoup. Et les Russes d'ailleurs sont conscients. Si vous permettez, moi je me souviens du premier sommet Russie-Afrique à Sochi auquel j'ai participé. J'étais aussi. J'étais à côté de Ahmad aussi. Voilà, j'étais à côté de Bogdanov en attendant Sissi et Poutine qui mettaient beaucoup de temps à venir. Et Bogdanov, qui était le monsieur Afrique à l'époque, me dit oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que on a de telles relations avec l'Angola, on a 900 millions d'échanges commerciaux, l'Afrique du Sud pratiquement rien, etc. Et donc à l'époque, Poutine avait dit on est à peu près à 20 milliards, on va essayer de monter. Depuis, il n'y a pas eu une grande. Termine avec 2 chiffres. 25 milliards, c'est le commerce de la Russie avec l'Afrique aujourd'hui. Si on enlève les armements, tout n'est pas compté, c'est beaucoup moins. La France, c'est 40, la Turquie, c'est 40, et la Chine, c'est 200 milliards. Les Émirats Arabes Unis aussi sont très forts. Et les Émirats. Je vais donner la parole rapidement à Sylvain, parce que j'ai vu que vous vouliez intervenir. Oui, alors je suis d'accord que le profil intellectuel, culturel d'Emmanuel Macron joue un rôle dans tout ça, mais c'est pas la seule raison. Hein. Un homme de grande culture, même s'il est détestable, et Jean-Luc Mélenchon s'est fait renvoyer à coups de pied dans le derrière au Sénégal, parce qu'il commençait à leur dire qu'il fallait qu'ils adoptent un agenda LGBT. Donc l'inculture d'Emmanuel Macron n'est pas seulement en cause dans tout ce désamour entre la France et l'Afrique. Nous arrivons maintenant à la partie la plus importante de cette discussion. Après avoir tenté d'expliquer les raisons de cette crise diplomatique, les invités vont répondre à une question essentielle. La France peut-elle encore retrouver son influence en Afrique où un changement durable s'est-il déjà installé? Les réponses apportées sont très différentes selon les intervenants, et certaines sont particulièrement optimistes alors que d'autres estiment que le point de rupture est déjà atteint. Regardons la suite. Et après, je voudrais donner la parole à notre africanophile François Martin. Exactement. Lorsqu'on voit Sergei Lavrov s'exprimer, en tout cas concernant de l'Afrique, lorsqu'on voit un homme qui s'exprime, qui parle avec les Africains avec du respect, et lorsqu'on voit un Jean-Noël Barrot qui arrive au Tchad aujourd'hui, avant même de monter dans l'avion et que le Tchad dit France dehors. Voilà, on voit la différence. Donc, la diplomatie française a échoué, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Lorsque la Russie propose des solutions pour sortir l'Afrique de là où il est, la France propose
Des cultures LGBT, c'est-à-dire de permettre aux sociétés, je ne sais pas quoi, qui ne sont même pas compatibles avec nos cultures et nos valeurs, de prospérer en Afrique. C'est inacceptable. Ce n'est pas la Russie qui a mis la France dehors, c'est la France elle-même, et avec la politique d'Emmanuel Macron, avec la politique de Jean-Noël Barrot, avec leur, en tout cas, comment dirais-je, leur communauté, que je ne sais pas quoi, c'est eux-mêmes qui se sont fait, en tout cas, mis dehors. François Martin, vous faites dans plusieurs questions, vous faites ce constat. Est-ce que vous voyez dans la classe politique française, puisqu'on a des élections dans un an, une figure politique qui pourrait naturellement reprendre, la place de la France en Afrique? Et puis est-ce que c'est pour vous un retrait de la France-Afrique qui pourrait durer longtemps, ou est-ce que il y a de l'espoir? Voilà ce que je voulais vous demander comme question. Oui, moi je pense, je vais apporter un petit bémol à ce qui a été dit. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je vais dire pourquoi. Les Africains ne sont pas comme nous, ils ont la mémoire longue. Ils savent ce qu'on a fait ensemble, ils savent ce que le général de Gaulle a construit. Moi, j'ai voyagé pendant 40 ans en Afrique. J'ai pas eu jamais une seule critique disant vous esclavagistes, colonialistes, racistes, jamais. Donc ça, c'est la rente mémorielle qui est organisée par les diasporas africaines qui vivent en France et qui font plaisir et qui se renvoient le bébé avec la gauche qui veut critiquer, je dirais, la France éternelle. C'est ça le problème. Mais si on regarde la réalité, il y a 800 entreprises françaises, par exemple, à Abidjan. Combien il y a d'entreprises chinoises? Combien il y a d'entreprises russes? Combien il y a d'entreprises saoudiennes? Voilà, c'est ça la réalité. Nous, on participe je développe pas, je pourrais développer beaucoup plus avec les hôtels, avec les ports, etc. Mais aujourd'hui, nous avons une relation avec l'Afrique qui n'est pas celle des autres pays. Ce qu'on voit dans les 200 milliards qui sont faits avec les Chinois, c'est des échanges internationaux de l'achat et de la vente de produits, donc ça rentre dans les statistiques. Mais ce qui est fait sur le terrain par ces 800 entreprises françaises, c'est pas dans les statistiques parce que c'est pas de l'import-export pour la plupart, c'est du business local. Donc on ne le voit pas. Mais la France reste aujourd'hui très forte. Alors ce qui est détestable, ce sont les élites françaises et les gouvernements français. C'est pas la France. Moi je suis persuadé, alors je vois pas de grand africaniste aujourd'hui parmi les candidats à la présidence de la République, mais je suis persuadé que quelqu'un qui arrivera en disant De Gaulle est de retour retrouverait instantanément la relation amicale et constructive. Merci. Quand on va en Afrique, les Africains vous disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est à ça qu'il faut revenir. Merci François. Je voudrais donner. Je suis optimiste. Vous êtes optimiste. Alors, c'est la question que je vais vous poser pour clore cette émission, cher Ahmad. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France en Afrique? Non, je ne suis pas optimiste, puisque avec la politique qu'on voit actuellement, si, j'ai dit si, comme notre ami vient de le dire, si Charles de Gaulle retourne, ou bien d'autres figures en tout cas qui étaient super potes avec l'Afrique, qui voulaient le bien de l'Afrique, je peux être optimiste. Mais pour le moment, avec les figures que je vois, vous ne voyez pas une figure dans la politique française qui pourrait... Là-dessus, vous êtes d'accord avec François? Déjà, il y en a qui sont partis en Afrique avant même de devenir président, qui font la campagne des LGBT en Afrique. Comment on peut être optimiste avec ces gens-là? L'histoire retiendra que les 10 ans de mandat d'Emmanuel Macron furent une succession d'échecs diplomatiques dans à peu près tous les pays, aussi bien en Afrique qu'Europe. L'équipe de son successeur pourra-t-elle réparer les dégâts à partir de 2027? Seul l'avenir nous le dira. Venez d'entendre l'intégralité de ce débat. Les opinions exprimées dans cette émission engagent leurs auteurs et peuvent naturellement être discutées. Maintenant, prenons un peu de recul. Quels sont les faits? Quels arguments paraissent les plus solides? Et surtout, qu'est-ce que ce débat nous dit réellement de l'évolution des relations entre la France, l'Afrique et les autres puissances internationales? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Le débat met en lumière une réalité qui dépasse largement le seul cas du Burkina Faso. Depuis plusieurs années, les relations entre la France et une partie de l'Afrique connaissent une transformation profonde. Les raisons de cette évolution font l'objet d'interprétations très différentes. Pour certains,
la responsabilité incombe avant tout à la diplomatie française. Pour d'autres, la concurrence de nouvelles puissances comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie a profondément rebattu les cartes. Et d'autres encore estiment que ces deux phénomènes se sont combinés. Une chose semble toutefois difficile à contester, l'Afrique d'aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 20 ou 30 ans. Les États africains disposent d'une marge de manœuvre plus importante et cherchent de plus en plus à diversifier leurs partenariats, sans dépendre d'un seul acteur international. Ce changement oblige toutes les puissances étrangères, qu'il s'agisse de la France, de la Russie, de la Chine, des États-Unis ou d'autres, à adapter leur approche. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette émission, c'est que plusieurs intervenants remettent en question une idée souvent avancée dans le débat public, celle selon laquelle le recul de l'influence française serait essentiellement le résultat d'une stratégie russe. Au contraire, ils soutiennent que les difficultés rencontrées par Paris trouvent d'abord leur origine dans ses propres choix diplomatiques et politiques. Cette lecture est évidemment discutée et ne fait pas consensus, mais elle mérite d'être entendue car elle nourrit un débat plus large sur l'avenir des relations internationales en Afrique. Au-delà des désaccords, une question demeure. Quel modèle de partenariat les pays africains souhaitent-ils désormais construire avec leurs partenaires étrangers? Les attentes semblent évoluer. Les États africains réclament davantage de respect de leur souveraineté, des investissements concrets, des transferts de compétences et des relations qu'ils jugent plus équilibrées. C'est probablement sur ce terrain que se jouera la compétition d'influence dans les années à venir. Quant à la France, la véritable interrogation n'est peut-être pas de savoir si elle peut retrouver sa place en Afrique, mais sous quelles conditions. Est-ce qu'un changement de méthode suffira? Faudra-t-il une nouvelle génération de dirigeants? Ou assistons-nous à une recomposition durable des équilibres géopolitiques? L'avenir apportera sans doute des éléments de réponse, mais une chose est certaine, les relations entre la France et l'Afrique entrent dans une nouvelle phase dont les conséquences dépasseront largement le continent africain. Je serais maintenant très intéressé d'avoir votre avis. Pensez-vous que la France peut reconstruire une relation de confiance avec les pays africains? Ou estimez-vous qu'une nouvelle page est définitivement en train de s'écrire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si cette émission vous a permis de découvrir un autre point de vue, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, et à très bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo jusqu'ici, les amis. Je vous invite à liker, à commenter, à partager. Si, et seulement si, ce que nous partageons sur cette plateforme est intéressant, si ce que nous partageons sur cette plateforme vous a convaincu, alors nous vous invitons à liker, à commenter et à partager, afin que la communauté puisse grandir. Je vous remercie.